Je préconise plutôt le 4 que le 5 entraînements par semaine. Alors c'est pas une règle absolue, mais, j'ai remarqué que, pour des gens comme nous, c'est-à-dire qui sont pas professionnels, dans le sens où tu gagnes pas d'argent Mmh. grâce à tes entraînements ou à tes perfs d'haltéro, le 4 entraînements semaine te permet d'être en forme sur tous les entraînements. C'est possible avec 5, c'est possible avec 6, mais voilà, ça te permet aussi d'avoir une vie à côté et comme ça, tu es pas, comment dire? Tu es pas à la ramasse sur chacun des entraînements, quoi. Un des défauts, peut-être que tu voulais qu'on en parle après, c'est, qu'on cherche à en faire toujours un peu trop. Moi, c'était mon gros défaut Ouais, vas-y, vas-y. et au final, j'ai constaté que, si tu peux bien récupérer entre chacun des entraînements, bah, tu fais des grosses séances à chaque fois et donc si tu peux faire des grosses séances, potentiellement, tu es plus content de t'entraîner. Du coup, si tu es plus content de t'entraîner, ben, c'est un cercle vertueux, tu vois? Et c'est pour ça qu'en général, je préconise, 4 entraînements par semaine. Si j'en rajoute un cinquième, c'est un cinquième light. Après, bah, ça dépendra, c'est du cas par cas, tu vois? Si j'ai quelqu'un en suivi perso où je vois que 5 entraînements, ça peut le faire, ça peut le faire. Mais je pense que 4 Mmh. c'est déjà pas mal, surtout quand je fais des gros entraînements, quoi. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, essayer de garder le plus longtemps possible, l'athlète sur le même bloc, puisque ça veut dire qu'il progresse, toujours avec la même méthode. Moi, Ouais, typiquement, quand je faisais plus que de l'entraînement en force, j'avais, lu le bouquin de, je sais pas si ça te parle, Pavel Tsatsouline là, un oui, Russe, qui fait des, enfin bref. Et du coup, sa méthode, lui, c'était, tu fais, bon, moi, je m'entraînais à l'époque un peu plus en powerlifting. Bon, j'avais des perfs, modestes, mais en tout cas, j'avais des bons résultats en faisant une fois par semaine, 5 fois 5. Et du coup, j'ai essayé le fameux, j'ajoute 2,5 toutes les semaines, ouais, sur le plus longtemps possible. Et au final, ça marchait bien. Et du coup, c'est, même en étant, du coup, je me considère, même plus ou moins toujours comme étant débutant intermédiaire. Ben, ça permettait du coup d'être au top à chaque séance que j'arrivais, puisque c'était une fois par semaine. Et après, bon, je me rajoutais peut-être une petite séance un peu plus dynamique où je faisais des épaulés, des trucs comme ça en plus. Et du coup, ouais, quand la fréquence d'entraînement, comme tu dis, vu qu'on n'est pas professionnel, on a aussi du stress, de notre travail, qui par définition, un effectivement, ouais. professionnel, son stress, c'est son entraînement, alors que nous, on en a d'autres. Et du coup, bon, nous, enfin, quand on a un boulot hors entraînement, ben, on le fait 5 fois par semaine en théorie. Du coup, l'athlète de haut niveau, il s'entraîne 5 fois par semaine, comme s'il était au bureau. Sauf que s'entraîner 5 fois par semaine plus avoir un boulot, c'est presque comme avoir deux boulots en fait. Et du coup, bah, il y en a forcément un qui est plus difficile que l'autre, quoi. C'est ça, quoi. Après bon, il y a pas de règle absolue, hein. C'est très possible de enfin, je veux dire, il y a pas de règle absolue, mais c'est vrai que, voilà, avoir une bonne récup, c'est très important et ça me fait penser ce que tu dis là sur le niveau intermédiaire, de ce que disait, Glenn Penley. En fait, lui, j'aime bien sa classification. Sa classification d'un athlète, c'est pas en fonction de son total, mais c'est en fonction de sa capacité à PR sur un mouvement. Il dit: «Un débutant, il peut pratiquement PR toutes les semaines», tu vois? Un intermédiaire, il lui faut entre 4 à 6 semaines et s'il te faut un cycle de 12 semaines pour, progresser, bah, dans ce cas-là, tu es du niveau élite Mm. et du coup, c'est en fonction de ça qui va gérer, si tu veux, ta fréquence et ton volume d'entraînement. Glenn Penley, sur un débutant, il commence à 3 séances par semaine et je trouve que pour un débutant, c'est largement assez et même avec 3 séances par semaine, il va progresser et ensuite quand il commence à stagner, ben il rajoute une séance et il fonctionne sur ce même principe-là, pour un élite, quoi. Dans son bouquin, il dit, voilà, que quand il a un mec, il est par exemple à 5 entraînements semaine, et ben, il commence un petit peu à plafonner, et ben, il lui rajoute un entraînement de plus, par exemple le matin et voilà, cette façon de faire, de visualiser le niveau en fonction de la capacité APA, ça permet, je pense, de mieux calculer les programmes, tu vois? Plutôt que les calibrer juste sur un total. Parce que, si tu arrives à PR souvent, bah, d'une, ta motivation, tu vas l'avoir, c'est beaucoup plus motivant si tu perds, on va dire toutes les 5 6 semaines que si tu es obligé de te taper un cycle de 12 semaines, quoi. Ouais. Et Toi, après maintenant, typiquement, tu te considères dans quelle catégorie? Tu perds tous les combien, toi? alors ça dépend sur quel mouvement, mais on va dire 5 6 semaines, c'est faisable, quoi. Quand j'avais commencé avec Louis, il a fallu GPR ma 5 RM qui alors ma GPR ma 3 RM, je l'ai fait en 5 RM, il a fallu, En squat, 5 hein? semaines. 5 sem ouais, en squat, ouais, 5 semaines, un truc comme ça. Là, tu vois, je vais essayer de PR ma 3 RM. Ouais, je pense qu'en 5 6 semaines, c'est faisable, ouais.
Et justement, et Ouais, Glenn Planley disait: «Ouais, tant que tu peux rester dans ce cas-là, c'est le mieux parce qu'au final, c'est la case où c'est le niveau où tu peux progresser le plus longtemps». Parce que quand tu dois t'entraîner beaucoup pour progresser, ben, ça demande ouais. beaucoup plus d'efforts. Mais ça, c'est ce que j'ai du mal à l'expliquer clairement, mais c'était un podcast, j'en ai déjà parlé avec Antoine la dernière fois, de Max Aïta, là, où il Ouais, disait d'essayer de ne pas avoir des méthodes trop invasives, et du coup, ça fait exactement écho à ça. C'est typiquement, il faut éviter à tout prix d'être débutant et d'avoir une méthode d'athlète avancé, ce qui fait que du coup, je vais m'entraîner énormément. Si je m'entraîne peu, je ne vais pas progresser non plus parce que je me suis habitué à un entraînement invasif, entre guillemets. non, ouais. Et en plus, du coup, je vais stagner parce que du coup, j'ai un entraînement d'élite et je ne tolère pas l'entraînement, quoi. Moi, c'était un peu mon erreur. Après, c'est parce que j'avais des amis, dont un ami qui a fait une présélection pour les championnats d'Europe. Il a été champion de France, junior en moins de 62 kilos et il avait fait 3e senior la même année. Désolé pour pour les Ah, notifs. Et du coup, bon, bah, quand tu as un ami comme ça, bah, tu te dis, enfin, on était tous avec lui, tu vois? Et moi, je me souviens, je voulais faire comme lui. Tu vois, c'est juste par, comment ça s'appelle déjà? Quand tu veux faire pareil qu'un par ego, non, par mimétisme, voilà, par ah oui, mimétisme, ouais. voilà, c'est ça. Et alors que pour lui, c'était le cas parce que je me souviens, il faisait du 100-120 en moins de 62, peut-être 18-19 ans. Et du coup, ouais, ça avait du sens de rajouter plus d'entraînement. Et moi, je me suis dit: «Bah, si je fais comme lui, je vais être, pareil que lui». Alors que je pense que si j'en avais fait moins, bah, j'aurais plus vite progressé. Mais après ça, on peut Ouais. pas le enfin, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Du coup, il a fallu, bah, que je le vois par moi-même, quoi. Ouais, de toute façon, il faut forcément apprendre de ses erreurs, hein, comme on dit. Et ça, c'est un truc que j'essaie de voilà, aux gens que j'entraîne, j'essaie de leur dire, de leur communiquer ça. Je dis: «Voilà, c'est pas parce que vous vous entraînez autant qu'un athlète élite que vous allez devenir un athlète élite. Mais ce qui va faire que vous progressez, pour moi, le plus gros facteur de progression, c'est le plaisir. Pour des athlètes comme nous, je parle. Ouais, J'ai jamais vu un mec frustré progresser à l'entraînement. Par contre, j'ai vu beaucoup de gars qui se régalaient, de séance en séance, exploser. Et moi, tu vois, je suis bien revenu sur mon niveau, bah, c'est parce qu'au final, je me régale sur chacune des séances. Donc je pense qu'un des plus gros niveaux de facteur de progression, c'est le plaisir que tu prends. Et donc si au final, tes séances, elles impactent trop sur le reste, bah, au final, mmh. l'équilibre, il y est pas, quoi. Et du coup, bah, ça peut souvent induire de la frustration, quoi. Et toi, personnellement, du coup, tu t'entraînes 4 fois par semaine aussi? Ouais, moi, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ça me permet de trouver le bon équilibre entre ma vie pro, voir mes amis, mes autres activités, tu vois? Et en même temps faire 4 grosses séances. Et du coup, elle dure combien de temps à peu près une séance? Alors ce matin, je suis arrivé, 10h15, le temps que je fasse, la mobilité des ischios, ça devait être, au moins 35. J'ai pris une barre, on va dire à 10h40. J ouais, j'ai dû finir à 12h30 quoi, quelque chose comme ça. Un peu en sachant qu'après mes émoms, j'ai pris bien bon 5 minutes, tu vois? Donc une séance, 1 heure et demie. Ouais. 1 heure et demie, ouais. Après il y a des séances qui sont un peu plus courtes et c'est vrai que j'aime bien aussi les séances qui sont efficaces, quoi. Même si après tu restes une demi heure pour parler avec les potes, mais voilà, quand tu es dans ton entraînement, tu es assez focus et je suis pas de là à dire que voilà, tu vois, tu dans ta bulle, il y a non, rester quand même ouvert sur le monde. Je préconise aussi l'entraînement Mmh. sans écouteurs. Tu vois, comme ça, si tu as tes camarades qui peuvent t'encourager, si encore mieux, il y a ton coach, bah, tu l'entends parler. Mais voilà, quand tu fais du travail de séance, c'est du travail, qui est efficace, quoi. Parce Ouais, que tu si restes tu dans ton rythme en tout cas, ouais. ouais, tu restes dans ton rythme parce que si pendant que tu es à ta séance, bah, tu penses à autre chose que tu feras après, et beh, typiquement après quand tu seras sur une autre activité, tu penseras à ce que tu feras à ta séance, au final, tu es jamais dans ton truc, quoi, tu vois? Ouais, le moment présent. Voilà, voilà, donc voilà, tu fais ta séance, tu es dans ta séance, j'évite de répondre au téléphone, tu vois? Je le mets en mode, ne Ouais. pas déranger, et j'écris mes séances sur un carnet et ça aussi, c'est un truc que je recommande, même à ceux qui utilisent, le site. Tu dans ton car tu ton carnet, voilà, t'as pas de distraction. Tu mets ton téléphone pour filmer, je trouve que c'est très bon outil et voilà quoi et après, tu te fais plaisir, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de, par exemple, des erreurs à éviter
Alors c'est la question, elle est large, c'est pas forcément facile à répondre. Bah, typiquement, bon déjà, tu déjà donné un élément de réponse sur la fréquence d'entraînement, pas vouloir s'entraîner comme un élite. Ouais, Et sur, bah, je sais pas, bah, quelles sont les erreurs à éviter, selon toi, pour un quelqu'un qui découvre l'haltéro, par exemple? OK. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais quelqu'un qui découvre l'haltéro, il a 2 mots à la bouche, c'est, extension. En général, il va même te dire triple extension et chute. Et en fait, il y a rien avant. C'est-à-dire il y a pas la position de départ, il y a pas de passage, il y a pas de réception, il a que ces 2 mots-là, dans la Mmh. bouche. Du coup, la première erreur, c'est voilà, c'est de pas l'haltéro, c'est un sport de force. Du coup, c'est de pas développer sa force et particulièrement sa force de position. C'est-à-dire pouvoir se placer, maintenir un départ, tu vois? Maintenir un départ sans avoir tu vois, les fesses qui montent. On parle même pas de dos qui défixe parce que ça, pour moi, c'est un prérequis. Mais je veux dire, maintenir, son poids sur l'avant au départ avec les épaules devant, et ça, même avec une charge supérieure à ton max, tu vois? Une des erreurs aussi, c'est, pareil sur le squat, hem, pareil, c'est du travail de position, quoi. Moi, j'aime bien dire qu'il faut que ton squat, il soit joli, il faut que tu aies envie de le poster, en story, quoi, sur Insta. Et si ton squat, il est pas joli, ça va marcher jusqu'à un certain niveau, mais il y a des moments où ça va pas, où ça va plus marcher. Alors quand je dis pas joli, tu vois, c'est avoir, des petits déhanchés, des petits genoux qui rentrent ou quoi. Alors c'est sûr que sur une RM, on est comment dire? Ça peut être il peut avoir des petites dégradations techniques, mais je veux dire le plus gros de ton travail, il doit être, ça doit être Mmh. beau à voir, quoi. Et si par, problème de mobilité ou quoi, tu arrives pas à faire des belles reps, et ben, mettre un travail en place pour pouvoir le faire. Si typiquement, on va dire, ton squat, un squat profond, tu es pas capable de maintenir, ton extension thoracique et cetera, bah, pourquoi pas diminuer l'amplitude, tu vois? On fait un squat, amplitude CrossFit, juste les fesses sous les genoux, mais que tu fasses des belles reps malgré tout, tu vois? Et après Ouais. on va développer ta mobilité autrement, tu vois? Avec du goblet squat, on va trouver d'autres solutions, mais toujours favoriser une belle qualité d'exécution et travailler sa force de position, tu vois? Moi, j'ai longtemps eu des fois avoir le haut du dos qui cassait en squat et j'ai réussi à le corriger tout simplement en travaillant dans une zone où je défixe pas. Et Ouais. chez les athlètes, c'est ce que je fais. Tu vois, si j'en ai un qui a un squat, on dit n'importe quoi, on dit 150, tu vois? Mais qu'à partir de 130, il y a du mouvement, tu vois, il reste pas bien Ouais. ouvert. Je vais le faire travailler plus léger, mais au final que chaque rep soit une rep bien faite. Bah, au final, il faut considérer donc dans ton exemple que le 130, c'est le RM technique et du coup, tu Voilà, bases, ton travail sur ce RM technique-là, et pas sur ton max, de tous les temps, puisque de toute façon un RM en squat, dégueu, ce sera forcément pas le même squat qu'en épaulé jeté ou qu'en arraché en termes de position de hanche et tout c'est ça, ça. quoi. Après, je dis pas que, comment dire? Des reps pas jolis, des fois, il y en a parce que voilà, on n'est pas parfait et puis des fois sur une RM, des fois tu fais comme tu peux, mais je veux dire que le gros de ton travail, ça doit être du Mmh. travail, de qualité. Donc ça, c'est pas voilà, les erreurs quand on débute de l'haltéro, c'est de pas se focaliser assez sur le travail de position. Pareil sur le point de puissance, voilà, arriver sur un beau point de puissance où tu as les épaules devant, où tu as la poitrine ouverte, les positions clés de l'haltéro. Tu vois, j'ai envie de dire, si tu prends un crossfitter et un haltéro qui ont les mêmes barres au même poids de corps, juste à la façon dont ils se placent, tu vas pouvoir dire lequel fait du crossfit, lequel fait de l'haltéro, juste à ces positions. Ouais. C'est Même vrai s'ils font que les mêmes barres, hein. ouais, Du coup, ouais. voilà, bien apprendre les positions, j'insiste là-dessus et la vitesse, elle vient après. La vitesse, ça vient surtout, de tes qualités, physiques et typiquement, si tu as des bonnes positions, tu vas pouvoir bien accélérer ta barre, tu vois? Ouais, ouais, typiquement, moi, comme quand tu parles ça de comparaison, moi, des fois, je me compare avec des mecs. Bon, moi, je suis pas très, très fort au final, hein. Je fais, 100 à l'épaulé jeté et 87 à l'arraché. Et par contre, bon, je trouve que je suis pas le plus dégueu en termes techniques, surtout à l'arraché. Et, Ouais, ouais, et des fois, moi, je vois des mecs qui font bah, bien plus que moi. Il y en a plein, toi le premier. Mais des fois, je me dis, putain, mais ils sont dégueulasses. Et du coup, moi, je préfère limite. Mais enfin, moi, je trouve ça même marrant d'être un technicien plus que d'être un bourrin. Et je trouve que la recherche de technicité elle est bien plus riche, même psychologiquement, la proprioception, la mobilité et tout. C'est beaucoup plus intéressant, en sachant que de toute façon que je fasse 100 ou 110 à l'arraché, je ne serai jamais champion olympique. Donc, autant ah, qu'il c'est soit clair, il en beau. faut un peu plus. Autant qu'il Après, tu soit sais beau. quoi? J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense que pour un débutant aussi, c'est une erreur.
de pas travailler assez sa force dans le sens où, bah, voilà, tu viens de le dire. Des fois, tu as des gars, tu sais pas comment ils font, mais ils font des barres qui sont des sacrées barres, quoi. Et techniquement, il y a pas grand chose qui va, quoi. C'est là où, au final, tu vois l'importance de la force. Alors, je dis pas que techniquement, il faut être laxiste, mais le développement de la force en haltéro, il est fondamental. Je vais reciter une phrase de Glenn Penley. Il dit tu peux trouver des gens qui ont une technique à peu près à 80% de celle d'Ilia Ilyin, tu vois. Tu peux trouver des athlètes nationaux qui Mmh. vont tirer vraiment super bien. Techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. Mais il n'y a personne qui s'approche de la force qu'avait Ilia Ilyin. Alors, qu'il soit chargé ou pas, Mmh. c'est pas le sujet, tu vois. Mais enfin, pour te dire que des, j'ai personne en tête là, mais attends que je regarde. Bon, là d'un coup, ça me vient pas, mais des gars qui tirent aussi bien, voire mieux qu'Ilia Ilyin, tu regardes sur Ugrip ou All Sing Gym, il y en a. Par contre, des mecs qui squattent 2,90 en clave, je pense qu'il y a Tian Tao, je pense qu'il y a Mezo, il y a peut-être Toshiki, Ouais. euh, il y a, euh, il y a peut-être Ruslan Nurudinov, je pense. Comment il s'appelle le Biélorusse, celui qui a arraché 200 en moins de 105. J'ai perdu son nom. Il avait le record à 200 à l'arraché en moins de 105. Ouais, moi, c'est le genre de nom que je lis, mais je les récite pas dans ma tête, du coup, j'arrive même pas à les redire. Andrei Aramnov, voilà, voilà. Ouais. Voilà, Andrei Aramnov. Et je pense que même, comment il s'appelle, Torotki, je pense pas qu'il le fasse. Parce qu'à l'époque, Ouais. il traînait sur du 230 à l'épaule jeté en moins de 105. Ilya Ilyin a quand même fait 250. Je pense que même lui, Ouais. il était pas aussi fort que lui. Du coup, voilà, ça c'est une des erreurs aussi, c'est pas développer, pas développer assez sa force. Et allez, si j'en devais dire une dernière erreur, je dirais c'est plus une erreur de mindset. Garder à l'esprit que l'entraînement, c'est une source de plaisir en fait. C'est une source de plaisir et c'est un moment qui doit être agréable. Et moi, je pense que l'entraînement ne doit pas t'apporter de stress. Après, il y a stress et stress, mais je veux dire, je pense que l'entraînement, ça doit pas. Si tu as des max à faire, ben, limite, tu dois être content. Peut-être tu as un peu d'appréhension parce que tu as envie de bien faire. Mais comment dire, ça doit pas te stresser comme si tu avais un examen, quoi. Ouais. Parce qu'au pire, bon, C'est pas si d'enjeu, admettons, quoi. tu fais pas l'objectif, ben, tu peux le faire plus tard, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je sais que c'est pas évident. Moi, j'étais au contraire à me mettre une pression de fou. Et je pense que j'aurais beaucoup plus progressé si j'avais eu le mindset que j'ai aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie justement aussi de transmettre. Et tu vois, actuellement, je progresse beaucoup plus que typiquement l'année dernière. En t'entraînant potentiellement moins aussi, du coup. En m'entraînant moins aussi, en étant plus qualitatif sur mon temps d'entraînement. Et au pire, si une séance, elle est pas, il y a des séances qui sont moins bonnes que les autres. C'est pas très grave parce qu'il y en aura d'autres qui seront meilleures. Il faut pas que ça t'impacte négativement. Alors c'est sûr, quand tu fais une mauvaise séance, t'es pas très fier de toi, mais en soi, ça remet pas en question ce que tu vaux. Ouais, ça fait partie aussi d'intégrer, comme on dit, l'autorégulation. J'adore ça. Ouais, Et bah, typiquement, on a des séances où on est un peu dans le rouge et ça va pas, et d'autres, au final, bah, qui ça se passe mieux que prévu. Et du coup, ça, c'est on a beau faire toute la programmation, tous les calculs qu'on veut, au final, quand on se lève le matin, on est dans un état qui est stylé, et du coup, c'est ça. ça a beau être écrit, on n'est pas des robots, quoi. Donc, Tu vois, par exemple, ça me fait penser la semaine dernière, j'ai un des gars qui suit la prog générale, Louis. Il a fait 100 à l'épaule jeté alors que c'était sur le jour du mardi, tu vois, un jour léger d'épaule suspension haute debout. Bah, moi, j'étais content parce qu'au final, c'est une barre qu'il attendait depuis longtemps. Grâce au passage en jeté fente. Ah, ça fait partie des erreurs, je reviendrai dessus après. Euh, En passant en jeté fente, tu vois, il a jeté 100 alors que c'était pas prévu. Bah, j'étais super content parce que voilà, c'est une barre qu'il attendait. C'est une barre qui fait toujours plaisir à la première fois que tu passes dessus, que ce soit à l'arraché ou à l'épaule jeté. Et puis voilà, et c'est pas. Faut se faire plaisir, quoi. ouais, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente, quoi. C'est ça. Une des erreurs aussi, c'est vouloir se dire. C'est dire ah moi je suis plus fort comme ça. C'est-à-dire j'ai souvent des gars qui me disent plus des gars que des nanas qui disent ouais moi le jeter debout ça me va mieux parce que ma fente je jette pas bien en fente. Mais en fait dans 99% des cas tu jettes pas bien en fente parce que tu l'as pas bien travaillé. C'est possible que ce soit pas ton mouvement de prédilection, mais en général si tu jettes mal en fente tu jetteras mal debout. Parce que la fente c'est le truc où il y a le plus de marge d'erreur possible. Alors si là-dessus t'es pas bon debout ça m'étonnerait que ça se règle. Ça peut se régler, ça a été le cas de Torotki, mais
Voilà, je pense pas Ouais, que les gens qui me disent ça aient la mobilité pour pouvoir le faire. Du coup, une des erreurs, voilà, c'est de vouloir, copier des techniques qui sont un peu particulières, tu vois? Ou alors, tirer à la chinoise, tu vois? Avec, au début, les fesses qui montent un peu, puis ça réengage. Ils ont une façon un petit peu spéciale de le faire. Ou alors, tu vois, un petit peu des positions extrêmes comme Klokov, tu vois? Ça, c'est une ouais, des erreurs aussi à pas faire. C'est prendre, des exceptions ouais, comme la norme. Après, des fois, il y a des exceptions qui arrivent. Tu vois, si je prends mon cas, moi, je jette pratiquement avec une prise d'arraché. Mais, honnêtement, j'essayais longtemps de jeter en prise serrée. Le jour où j'ai pris, alors au début, je jetais prise d'arraché, on m'a dit de serrer, j'y arrivais pas du tout. J'ai dû passer 6 mois dessus, j'y arrivais vraiment pas. Et, en reprenant ma prise, large, ben, je rate très peu de jetés, quoi. Et même je suis connu pour remonter des épaulés, en Y là, comme ça, tu te dis: «Vas-y, le mec, il est mort» et je te fais un beau jeté. ouais. Tout ça pour dire que des exceptions, il y en a, mais comment dire? Il faut le prendre avec précaution et en général, les exceptions, c'est des petits changements, c'est pas des gros trucs comme jeter debout ou alors, Et le puis, faut pas croire qu'on est l'exception, justement. voilà, voilà. Moi, je dis à tout le monde: «Si je pouvais jeter, prise serrée, je le ferais» parce qu'en faisant quand je dois faire sauter, je le sens que ça me prend de l'énergie, quoi. J'arrive pas à faire comme les Camerounais, tu sais, à me replacer Ouais. là, j'essaie de la faire sauter pour écarter et du coup, si je pouvais jeter, en prise serrée, je le ferais, quoi. Du coup, Cool. désolé pour la digression. Non, non, bah, de toute façon, c'est le but aussi de discuter comme ça. Moi, j'avais une question aussi, puisque ça m'intéresse aussi. Moi, je trouve, bah, typiquement, moi, les erreurs que tu donnes, je me reconnais aussi un peu dedans, hein. Moi, ça fait à peu près 6 mois que je fais que du jeté debout, parce que je trouve que je sautais trop en avant en faisant le jeté fente. Ouais. Et du coup, là, je vais repasser à l'autre. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant. Et je voulais aussi savoir un peu ton opinion sur comment tu gères. Typiquement, moi, je pense que dans la semaine d'entraînement, bah, comme on dit, on a un rythme de séance. Donc, il y a des séances qui sont lourdes, des séances qui sont légères. Comment tu combines les squats et les tirages, bah, typiquement ensemble ou pas d'ailleurs, dans la même séance, et comment tu les agences un petit peu dans la semaine? OK. Hem, c'est une question que j'aime bien parce qu'en fait, l'haltéro, c'est un sport où tu as le côté, physique, tu vois? Donc ta force, ta puissance et tu as un côté technique qui est ton côté, de coordination. J'appelle ça de l'optimisation, tu vois? Donc en fait, il faut être en fait, si tu es très très technique, tu peux optimiser ta force, mais si tu as rien à optimiser, c'est compliqué, tu vois? Donc en fait, plus j'avance dans l'haltéro, plus je pense qu'au final, il faut avoir une grosse base de force et c'est le premier truc à travailler. Attends, excuse-moi, est-ce qu'on me voit bien à l'écran? C'est bon? Ouais, ouais. OK. Alors du coup, en général, c'est la première chose que je fais faire, c'est, donc travailler les squats et les tirages. Quand j'ai appris l'haltéro au club, une des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté, du coup, c'est sur le départ. Tu vois, le départ arraché, départ à l'épaulé. Moi, je pense que si tu as un bon départ, possiblement, tu vas bien te retrouver au point de puissance. Mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Tu vois, si tu je suis sûr que tu connais beaucoup de gens qui arrachent plus en suspension que, Mmh. du sol, tu vois? Du coup, mettre l'accent sur le départ, je le fais moi, pas avec des tirages, mais avec, du soulevé de terre d'arraché ou du soulevé de terre d'épaulé. En fait, c'est pas un soulevé de terre, c'est pas un deadlift de force athlétique, c'est juste un mouvement où tu cherches pas à mettre de vitesse, mais où tu maintiens tes positions comme si tu allais arracher. Sauf que tu mets pas de vitesse. À la rigueur, si tu veux, tu montes en trapèze, pour finir, mais le but, c'est de maintenir ton placement et de développer ta force sur cette première portion. Du coup, ça, je le fais, sous forme de travail de force et je le combine, ça marche très bien avec les squats parce qu'au final, ça fait un peu comme un leg day, tu vois? Ça fait un peu Ouais. comme une séance de jambes. En général, la plupart d'entre nous, on est plus fort en tirage qu'en squat. Du coup, en général, je programme d'abord les squats et après les tirages. Par exemple, on va Pendant la faire séance? Dans la même séance? dans la même séance, ouais, dans la même séance et c'est une séance dédiée. Quand je suis sur ce genre de bloc-là, en général, c'est la séance du mardi. La séance du lundi, c'est, des aimants, arrachés, épaulés. Les séances du mardi, c'est squat, tirage, souvent jeté force ou alors de la muscu, quoi. Ouais. Ensuite, après ce jour-là, j'aime bien qu'il y ait un jour de repos parce que ça va être tu vas taper quand même du 5 reps assez lourd, tu vois? Ça va quand même être assez éprouvant, donc j'aime bien qu'il y ait un jour de repos ou alors si tu veux te faire un entraînement à tout prix, tu peux te faire une séance de muscu, quoi. Une séance de muscu, raisonnée, quoi.
pas des drop sets, des Ouais. drop sets de la mort, quoi. Donc ça serait la première séance et la deuxième séance, ça serait plus une séance de gamme. Par exemple, si on est sur du 5 RM, le premier jour, tu fais du 5 fois 5, deuxième jour, tu vas chercher un 5 RM du jour. J'aime bien fonctionner au RPE, tu vois, une échelle d'autorégulation. Ouais. Et par exemple, première semaine, je te mets, OK, 5 reps RPE 7, donc tu dois garder, 3 reps de réserve pour ceux qui n'utilisent pas le RPE et en fonction de ça, ben, on va essayer de l'augmenter chaque semaine. Si on augmente que 2 kilos, ça me va, parce que le but, c'est que je veux que tu l'augmentes longtemps. Et bon, alors là, on réinvente rien et justement, je pense que c'est le but de l'entraînement, il y a rien à réinventer. Mais si tu arrives à augmenter chaque fois, c'est comme ça que tu progresses, quoi. Et on a des très bons résultats, quoi. Comme je te dis, j'ai des gars qui me font une 5 RM à des fois à 5 kilos de leur max ou des fois qui ça m'est arrivé souvent ça, des gars qui font une 5 RM à, 5 kilos de leur ancien max, quoi. Et donc, du coup, ça correspond à 2 entraînements de squat par semaine? Voilà. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'étais habitué à du 3-4 séances de squat par semaine et plus j'avance, plus je m'éloigne de ça. Non pas que ça soit à rejeter en bloc, mais quand on f alors faut voir comment tu réagis au volume, mais souvent on se surestime un petit peu sur sa capacité à encaisser le volume. Mais quand tu fais une grosse séance de squat, en refaire une, avec juste un jour de récup, c'est peut-être, c'est compliqué quoi, tu vois? Ça dépend de ta séance de squat, tu vois? Si à la rigueur tu fais juste une gamme, c'est faisable de refaire du squat le lendemain, mais si tu fais du gros travail en squat, pour moi, faut de la récup quoi. Et quand tu Heu, parles aussi de typiquement les 2 séances, c'est un back et un front? alors quand je veux développer de la force, je fais que du back squat. C'est pas une règle absolue, mais je fais souvent ça. Et après, je travaille le front squat sur les blocs un peu plus spécifiques, quoi. Quand je suis sur un bloc spécifique, là, je mets 3 squats par semaine, mais les 3 squats sont plus légers, tu vois? Sont plus Ouais. légers en volume et en fréquence, en volume et en intensité, pardon. Mmh. Du coup, ouais, quand je veux développer la force, beh, je suis plus sur du 2 squats par semaine que sur du 3. Et j'ai constaté que ça s'encaisse mieux. Je me souviens, c'est un 1 bloc que j'ai fait avec mon entraîneur, Louis Le Guenec. Je lui avais dit: Ouais, par contre, tu as mis que 2 squats par semaine, c'est peut-être un peu light, non?» Il m'a dit: «Écoute, fais-le et tu vas voir». Et ben, j'ai jamais été aussi fort qu'à ce moment-là où j'ai PR j'avais fait une 3 RM, vraiment pas jolie du tout à 150, c'était en été, 2020. Et en repartant d'à peu près au même niveau, je l'ai PR en 5-6 semaines et j'ai fait, 5 belles reps, tu vois, à la même charge. Mais j'étais moi-même surpris en faisant si peu d'avoir progressé autant, quoi. Et Ouais, ça me rappelle que Louis, alors pas mon coach, mais mon athlète, Louis, il m'avait dit: «Ouais, je trouve qu'il y a pas assez de renfo». Et alors à son premier bloc, il avait fait 120 fois 5, il avait un max à 125. Et là récemment, il m'a fait un 3 fois 130 et il a fait 142. Alors qu'en commençant en janvier, il avait 125 quoi, tu vois? ouais. Et du coup, bah, alors c'est pas parce que ça a marché sur 2 athlètes, ça marche sur tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que si tu récupères bien de tes séances de force, tu vas progresser. Si, tu t'éclates à chaque séance de squat, tu progresseras, Mmh. mais ce sera plus long, quoi. Ouais, il y a pas de règle précise, mais en tout cas, le principe, c'est qu'il faut arriver, frais pour tes séances, où il faut y aller, quoi. Voilà quoi, après ça c'est, au bon sens de l'entraîneur, tu vois? Après tu peux utiliser des outils comme, ceux qu'on utilise là, tu vois? Avec le site, Ouais. mais ça demande pas mal de bon sens et de, je perds mes mots. De L'autorégulation? Voilà, de régulation aussi d'expérience, voilà.